Bonjour à tous, bienvenue au cours 4C3, analyser le travail d'un entrepreneur en construction. Aujourd'hui, à la semaine 8, nous allons voir les communications au chantier, c'est-à-dire les communications écrites et verbales, et on va voir plus précisément la note de visite de chantier. Donc, avant de commencer, quelques statistiques qui seraient rigolotes un peu à mettre en lumière. Donc, saviez-vous que l'inefficacité des communications et la non-disponibilité de l'information égale 51% du travail effectif, donc ça diminue l'efficacité du travail. Ensuite, 2, on a l'information incomplète, inadéquate ou encore contradictoire qui représente 65% des reprises de travaux. Et 3, nous avons le transfert d'informations efficace lorsque ça se fait bien. Ça peut représenter jusqu'à 25% de réduction du coût de construction. Donc, c'est des statistiques qui sont assez générales, mais qui donnent un peu une idée que la communication sur le chantier, c'est important. Donc, petite définition de ce que c'est que les communications. Donc, la communication est un processus relationnel d'influence intégré dans une pratique professionnelle où les règles et les outils appropriés doivent être utilisés pour assurer de façon efficace la réalisation des objectifs visés dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Donc, j'ai mis un peu en lumière les mots importants de cette définition, qui sont les mots manquants. Donc, relationnel, professionnel, règles et aussi éthique. Donc, c'est un peu pour faire mettre des mots sur une chose qui se passe plus en temps réel sur un chantier. Donc, si on fait un peu une historique avec ce qu'il y avait par le passé et ce qu'il y a maintenant, donc, on a des communications passées et les communications actuelles. Dans les communications passées, c'était surtout oral. On parlait beaucoup, téléphone, on ne prenait pas vraiment des notes pour chacun des appels et communications échangées. Alors que maintenant, c'est plutôt des courriels. Et donc, on a toujours une trace écrite de ce qui a été discuté par le courriel. Donc, en deuxième position, on a la main propre au fax. Bon, c'est quand on remet vraiment de main à main un document. Et évidemment, le fax qui est un élément qu'on peut remplacer par le courriel maintenant. Mais maintenant, on a des collectes d'informations qui se font plutôt automatiques ou des collectes d'informations comme le fax est remplacé par le courriel. Donc, ça se gère dans un serveur central. Ensuite, nous avons, auparavant, nous avions beaucoup plus le rapport humain. Maintenant, évidemment, le rapport humain existe toujours, mais il y a toujours une interface souvent qui est le biaise d'une certaine façon. Mais bon, technologie mobile a remplacé, quoique la visite de chantier, par exemple, c'est vraiment qu'on rencontre un à un avec les gens qui sont sur le chantier. Donc, le rapport humain est quand même resté assez présent. Où apparemment, il y avait peu de communication qui se faisait écrite. Et alors que maintenant, il y en a de plus en plus et peut-être un peu trop parfois. Donc, mais le papier est encore utilisé, surtout quand on va sur le chantier, on a besoin des fois d'avoir certains plans, certains éléments pour être capable de valider des informations. Donc, le papier est toujours utilisé. Ensuite, vous aviez en 5 les informations non centralisées, alors que maintenant, nous avons des classements informatiques et des consultations en ligne sur l'info-nuage et des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on communique peut-être plus, mais est-ce qu'on communique vraiment mieux? Je vous laisse réfléchir à cette question-là. Donc, si on regarde un peu les types de communication qui existent, donc il y a 3 types de communication qu'on peut retrouver. On a les communications dites verbales, donc quand les gens se parlent vis-à-vis, on peut pas être plus vis-à-vis que ces 2 jeunes garçons. Il y a aussi la communication écrite, donc tout ce qui est courriel, les attentats, la paperasse qui est écrite et validée. Et nous avons aussi la communication visuelle, c'est-à-dire tout ce qui est pictogramme, qui n'est pas nécessairement des mots. Donc, on pourrait dire que les plans, c'est une communication visuelle d'une certaine façon. Donc, si on regarde un peu les pourcentages de ce que les gens se souviennent par rapport à ces 3 types de communication-là, on a 10% de l'information qu'ils entendent qu'ils vont retenir. 20% de ce qu'ils lisent va être retenu, alors que 80% de ce qu'ils voient va être retenu. Donc, on voit que l'aspect visuel ici, là, dans la communication graphique, je dirais, est très importante et à ne pas oublier. Donc, pourquoi éviter les communications verbales? Donc, malgré tout, il peut y avoir des incompréhensions dans le message communiqué en raison de différentes raisons. Donc, mauvaise interprétation du message,
Il peut y avoir des barrières à la communication efficace et aussi des divergences d'objectifs et d'intérêts. Donc, quand on parle de mauvaise interprétation du message, on parle surtout de différentes significations pour un même sens, un même terme, communication non verbale. Donc, il y a un langage corporel qui dit peut-être des fois la mauvaise chose ou qui induit en erreur, des émotions, le bruit ou le sens littéral et abstrait des mots, la ponctuation. Donc, où on met notre ponctuation peut différer le message. Les parties prenantes choisissent aussi d'interpréter un message des fois à leur avantage, donc pas nécessairement le message qui convient. Et puis, l'influence, c'est des dynamiques de groupe aussi qui peuvent avoir une influence sur la mauvaise compréhension d'interprétation d'un message. En ce qui a trait aux barrières de communication, quand on parle de barrières, on parle des références qui sont individuelles, que chacun a des fois différentes selon ses origines, selon sa langue, des fois maternelle, des choses comme ça. Ça fait en sorte que des fois les mots ne sont pas nécessairement les mêmes et n'ont pas les mêmes interprétations. Et ensuite, on a les divergences d'objectifs et d'intérêts. Donc, sur un chantier, de nombreuses parties prenantes sont présentes. Et donc, la communication peut être calculée stratégique. On ne dira pas certaines choses parce qu'on attend certains échanges. Donc, c'est un peu une stratégie des fois aussi, la communication sur le chantier. Un manque de respect et de confiance vis-à-vis des autres parties prenantes aussi peut faire en sorte d'avoir une certaine méfiance. Mais bon, ça, c'est un peu les problématiques qu'il peut y avoir avec la communication verbale. Donc, d'où l'importance d'avoir toujours quelque chose d'écrit lorsqu'une décision est prise. Donc, les décisions verbales doivent toujours être suivies d'une confirmation écrite. C'est super important parce que sinon, qu'est-ce qui confirme que vous avez bien compris, que tout le monde est d'accord, tout le monde a accepté. Donc, si c'est écrit par la suite, si jamais c'était pas ça qui était voulu, bien, on peut à ce moment-là ajuster le tir et réémettre la décision selon les divers commentaires reçus. Donc, quand on parle de type de communication écrite, de quoi on parle exactement comme communication sur le chantier? On peut parler de correspondance officielle, de courriel, on parle aussi de bordereaux d'envoi. Les bordereaux d'envoi, c'est vraiment comme un papier qui dit que je vais vous envoyer un plan, par exemple, ou une série de dessins qui sont des dessins d'atelier. Donc, c'est une preuve écrite de l'envoi papier officiel. On a les notes de visite de chantier, donc on va nous en parler tantôt plus en détail. Les minutes de réunion, on va parler de ça la semaine prochaine. Les demandes de renseignements, on a les instructions supplémentaires, les projets avenants et directives de modification, ça vous allez voir ça plus tard dans votre cours d'appel d'offres et de gestion de chantier. Il y a aussi les demandes de certificats de paiement et enfin les autres certificats qui peuvent être demandés ou en fait être exigés. Quand on parle de certificats, on parle de certificat d'acheminement substantiel, formulaire de déclaration statutaire, demande de paiement, liste des valeurs et ouvrages exécutés, lettre d'assurance. Donc, c'est tous des types de certificats qui peuvent être exigés en cours de route dans un chantier. Donc, à quoi sert la documentation écrite? Donc, ça va principalement garder une trace des communications avec toutes les parties qui sont impliquées dans le projet. Ça permet aussi d'avoir un historique du projet, donc savoir un peu qu'est-ce qui s'est décidé et quand, et avoir une preuve lors de réclamations et de litiges. Ça, c'est vraiment important pour ce genre de choses-là. Sauf que des fois, ça arrive que la chose qu'il fallait qu'on garde, on ne l'a pas gardée. Mais bon, en général, si on fait bien son travail, on a tous les outils en mesure de se justifier ou d'avoir les preuves lors d'une réclamation ou d'un litige. Donc, bref, une bonne communication, c'est important. En fait, pour une bonne communication de chantier, il faut, avoir une flexibilité administrative, 2, une historique de classement, 3, une organisation des communications, c'est-à-dire avoir une liste des coordonnées des intervenants, un organigramme et lien entre les intervenants, procédure pour communication écrite, donc c'est-à-dire définir l'objet des courriels, définir la liste de distribution des, des communications par courriel. Donc, quand on parle de l'objet, c'est juste une façon, des fois, de nommer son courriel pour les échanges, pour faciliter la classification par la suite dans le bon projet ou dans la bonne séquence du projet. Donc, si vous commencez par le titre du projet, ou un diminutif du titre du projet, puis vous le mettez entre guillemets ou entre parenthèses, et après, vous mettez le sujet du courriel. C'est plus facile lorsqu'on fait de la recherche au niveau d'une information précise par rapport au projet.
Puis donc, s'il y a aussi une phase, une séquence, donc c'est pour préliminaire, pour soumission, pour exécution, pour chantier, début, fin. Bref, c'est des fois plus facile de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'une visite de chantier? Donc, une visite de chantier, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme d'une vue d'ensemble rapide. Ça peut aussi être une tournée avec l'entrepreneur et le client. Ça peut être aussi une tournée avec l'entrepreneur et un des sous-traitants ou plusieurs sous-traitants. Chaque visite va impliquer un compte rendu, donc un rapport, des notes de visite. Donc, un rapport à l'intention qui va être écrit à l'intention du client, principalement pour que lui ait une idée de ce qui se passe, comme l'avancement des travaux, mais aussi à l'intention de l'entrepreneur, parce que des fois, on va répondre, on va mettre sur papier différentes décisions qui vont avoir été prises lors de la visite, et ça va permettre de clarifier des choses. Donc, les observations doivent être, donc ce qu'on inscrit dans la note de visite, et donc les observations doivent être logiques et aussi selon l'avancement des travaux. Donc, c'est sûr qu'on ne dira pas que les murs n'ont pas été construits si on est juste rendu à la démolition. On va y aller vraiment selon ce qui a été fait, puis selon ce qui aurait dû être fait ou qui doit être fait ou qui est en cours d'être fait. Donc, les outils indispensables d'une visite sont les suivants. Donc, évidemment, les bottes, le casque sont les ingrédients majeurs à une visite. Vous ne pouvez pas aller sur un chantier si vous n'avez pas ça habituellement. Évidemment, sur certains chantiers, la sécurité est plus exigeante, donc ils peuvent demander d'avoir des lunettes de protection aussi, même un dossard ou d'autres choses plus particulières. Et évidemment, vous n'allez pas sur un chantier si vous n'avez pas les plans, soit qu'ils sont sur votre téléphone, c'est toujours un peu petit, soit qu'ils soient, idéalement, c'est que vous avez peut-être une version imprimée plus petite, si vous trouvez que les gros plans, c'est trop, ou les plans qui sont plus sujets à être visités ou avec les parties zones précises qui vont être visitées. Bref, avoir quelque chose de papier, c'est toujours un plus. Vous avez aussi besoin d'un appareil photo pour prendre des photos ou votre téléphone intelligent, ça peut être aussi une option. Vous avez besoin évidemment de calepin avec quelque chose pour écrire dessus. Je sais que maintenant, on peut peut-être faire dicter ses commentaires sur son téléphone. C'est peut-être une autre option qui peut être intéressante. Ça évite peut-être d'écrire, d'avoir un crayon à tréballer, un papier. Mais c'est toujours le fun d'avoir des notes écrites aussi. Ça permet de peut-être plus facilement revisualiser ce qui a été dit dans la réunion, en fait, de la visite de chantier. Et enfin, vous avez aussi le tape à mesurer ou le tape électrique, là, le laser, qui est très important à avoir en place parce que des fois, on fait des petites vérifications, donc on a besoin d'avoir quelque chose pour mesurer. Et puis, un niveau, c'est toujours utile aussi d'avoir un niveau. Puis, évidemment, une lampe de poche, ça peut paraître un peu étrange de dire une lampe de poche, mais des fois, il y a des endroits qui sont plutôt sombres, qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, si vous pouvez utiliser votre téléphone, votre lumière de téléphone, mais si ça sert en plus d'appareil photo, peut-être que si une lampe de poche peut être plus... Enfin, une petite lampe de poche portative, toujours pratique. Bref. Donc, il peut y avoir aussi des gilets de sécurité et d'autres choses, mais des fois, ça peut être plus particulier au chantier en tant que tel. Donc, à quoi sert une visite de chantier? Ça va servir, avoir un historique du chantier, savoir un peu comment le chantier s'est développé, puis aussi avoir une correspondance entre les plans et le devis d'exécution. Donc, voir comment ça avance par rapport à ce qui a été, qu'est-ce qui a été planifié, est-ce que des choses ont été modifiées par rapport à ce qui avait été prévu, est-ce que l'entrepreneur suit vos plans. Puis aussi le pourcentage de travaux versus le calendrier, mais aussi la qualité des travaux qui sont effectués. Donc, voir est-ce que ça avance correctement, est-ce qu'on a atteint la qualité qu'on voulait, bon, est-ce que le calendrier est toujours dans ses temps. Ensuite, on a aussi l'autre raison pour laquelle ça peut servir beaucoup. Le conseil à l'entrepreneur, c'est vraiment une occasion particulière où vous avez des échanges privilégiés avec l'entrepreneur qui veut vous parler peut-être des différentes problématiques ou des choses qu'il anticipe ou des choses. Donc, c'est important de donner des conseils. Ces conseils, évidemment, vont être rapportés dans la note de visite. Et on a aussi peut-être quelque chose de plus légal, en fait, le respect du contrat architecte-client. Donc, peut-être que dans son contrat, l'architecte a prévu des heures de visite, des moments de visite. Donc, ça permet de respecter qu'est-ce qui était indiqué dans le contrat. Donc, déroulement d'une visite de chantier. Donc, dès que vous arrivez sur le chantier, première chose que vous devez faire, c'est soit parler à l'entrepreneur, en fait, le maître, directeur des travaux.
Des fois, ça peut être l'entrepreneur qui est sur place, mais des fois, il y a une autre personne qui est contremaître donc, à ce moment-là, c'est de signifier votre présence ou lui laisser une note ou encore peut-être communiquer avec un des employés pour dire que vous êtes présent sur le chantier pour pas que les gens soient surpris de vous voir. Ensuite, deuxième chose, en fait, vous faites votre visite, puis à la fin, vous quittez. Mais avant de quitter, habituellement, on va on laisse pas un chantier sans nécessairement avoir avisé ou parlé au directeur des travaux ou encore partager, à ce moment-là, c'est l'occasion de partager ses observations, les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien et oui, évidemment, souligner les problématiques. Donc ça, c'est ce je trouve avec les choses, la façon de procéder. On se présente, on fait notre visite et ensuite, avant de quitter, on dit au revoir. Donc, quand faire la visite de chantier? Il y a différents moments qu'on peut faire une visite de chantier qui sont souhaitables. Donc, évidemment, le début des travaux et aussi à la fin. Donc, je disais bien, le début des travaux, et pas la fin, évidemment, il y a une visite à la fin, mais surtout lors de l'excavation, donc en début de travaux. On a ça. On va avoir aussi le démarrage des travaux de gros œuvres. Quand on parle du démarrage des travaux de gros œuvres, on parle le coffrage de la charpente, l'acier, la structure, la maçonnerie, l'étanchéité, les bardages, la fenestration, couverture. Donc, voilà. Ensuite, nous avons aussi le démarrage des travaux des corps de métier qui exécutent des finitions telles que les revêtements de plancher, menuiserie, revêtements de murs et peinture. En 4, nous avons lorsque les matériaux ou pièces d'équipement majeurs sont livrés au chantier, donc livraison des matériaux et pièces d'équipement majeurs. En 5, les travaux de bétonnage. Quand on parle de travaux de bétonnage, ce qui est important, c'est de vérifier les dimensions clés, vérifier disposition de l'armature, des chevilles et scellements. Bon, ça, c'est peut-être plus de l'ordre de l'ingénieur. S'assurer que les coffrages ne tiennent pas de débris, de rouille, d'eau. Vérifier l'emplacement, les services électriques et mécaniques. Vérifier la mise en place du béton. En 6, lorsque un ouvrage en cache un autre, évidemment, si on veut valider qu'il y a bien eu d'isolant et le pare-vapeur qui est installé, il faut y aller faire un tour avant que le gypse soit posé. Donc, les travaux d'isolation, protection incendie, pare-vapeur, fourrure et autres éléments similaires, et les services électriques et mécaniques. En 7, nous avons lors de changements météorologiques, donc si jamais il y a une grosse pluie, ça a gelé ou l'attaque à la base des semelles par une forte pluie, gel du béton ou du mortier en raison d'une soudaine baisse de température, la pénétration du gel dans le fond de l'excavation, les dommages causés par des vents violents, donc aux membranes de couverture et aux murs non étayés, le mauvais durcissement, le séchage trop rapide des matériaux lors d'un excès de chaleur. Donc, c'est vraiment tout changement météorologique assez drastique en général. Aussi, en cas d'occupation du client, donc quand le client veut occuper le chantier, pas le chantier, parce qu'évidemment, quand il veut l'occuper, c'est plus un chantier, c'est un projet fini, mais bon, quand il veut occuper une partie du projet, il faut être en mesure d'avoir fait une visite avant pour s'assurer que tout est correct et conforme. Donc, si on regarde un peu la prochaine diapo, elle montre la participation des différentes disciplines pendant les travaux. Donc, on voit que ça, c'est une courbe moyenne ici. Donc, l'architecture, elle, il y a beaucoup de travaux au début, mais après, il y a beaucoup plus de travaux vers la fin. Quand on parle, mettons, de la structure, beaucoup de structure au début, puis ça se termine avant la fin, évidemment, parce que la structure elle est bien terminée bien avant que le chantier soit achevé. Et on a aussi la mécanique et aussi l'électricité qui suivent plus ou moins la même courbe. Et on voit que c'est plutôt vers la fin que tout se passe. Évidemment, une fois que les fondations, que la structure est mise en place, que tout est prêt à recevoir la mécanique et l'électricité. Donc, où se font les visites? Vous avez 3 endroits pour faire des visites. Vous avez d'abord le chantier proprement dit, évidemment. Vous avez les annexes du chantier. Des fois, il peut y avoir une roulotte quelque part ou un entrepôt pour aller entreposer les matériels du chantier. Et vous avez enfin l'usine où est fabriqué les fenêtres, les portes ou différents éléments qui vont être intégrés au chantier. Donc, ça, c'est un autre endroit où vous pouvez visiter et qui fait partie d'une certaine façon du chantier parce que avant de faire livrer des pièces en particulier, souvent on aime peut-être aller faire un tour pour voir si tout est conforme avant de le faire livrer au chantier. Donc, ça ressemble à ça.
Vous avez aussi, qu'est-ce qu'on observe lors d'une visite de chantier? Donc, il y a plein de choses à observer, évidemment. Ce que je vous fais, c'est une liste assez exhaustive. Et donc, c'est vraiment toutes les choses que vous pourriez observer lors d'une visite. Vous avez donc évidemment l'esthétique. Donc, ça englobe l'emplacement, l'apparence, les compositions mécaniques et électriques visibles, particulièrement les endroits exposés à la vue et qui doivent terminer à l'étape du close-up. Vous avez aussi le nettoyage. Donc, est-ce que les vides doivent être, sont nettoyés? Donc, les vides de construction doivent être nettoyés constamment. L'architecte les examine et vérifie qu'ils n'accumulent pas de la poussière et de la terre susceptibles d'être couvertes ou cachées par les ouvrages d'autres corps de métier. Par exemple, les ordures, les aliments laissés dans les murs, les plafonds peuvent peu à peu tacher les surfaces visibles. Les vides de murs creux doivent aussi être exempts de débris pour que les chantepleurs puissent jouer leur rôle. Donc, on a aussi les exigences au code. Donc, on prend les escaliers, les issues et tout ce qui se rapporte à la salubrité publique et à la sécurité du bâtiment. On a les niveaux de référence et les tolérances, rapportent aux points utilisés pour déterminer les niveaux de plancher par rapport au sol extérieur et aux constructions adjacentes, servent également à maintenir les marges de recul par rapport aux autres bâtiments et aux limites de propriété, de même que l'aplomb, les éléments verticaux, donc cage d'ascenseur, etc. Vous avez aussi le fléchissement. Donc, le fléchissement, c'est plus en lien avec la dalle, ou les structures, si ça fléchit ou pas. Donc, ça, c'est pas vraiment de votre sens, c'est mis en parenthèse et en gris, parce que c'est plutôt l'ingénieur qui devrait valider ces éléments-là. On a l'évacuation de l'eau de drainage. Donc, les pentes, est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce qu'elles permettent l'évacuation de l'eau de plancher, les cuvettes d'ascenseur, etc. Donc, c'est un élément qu'on pense peut-être pas nécessairement à valider, mais qui est important à valider. Donc, on a aussi les joints de dilatation et en retrait. Donc, les joints de dilatation doivent être placés vis-à-vis les joints de structure du bâtiment ou tout endroit où les mouvements sont prévisibles. Ils doivent être présents dans tous les plans de l'enveloppe de l'intérieur du bâtiment et ne pas être soumis à la contrainte par les éléments de construction adjacents et pouvoir se dilater, se contracter librement. On a aussi les revêtements résistants au feu. Donc, c'est simplement de valider si les murs qui devaient être coupe-feu ont bien toutes les épaisseurs de gypse qu'ils requéraient. On a les protections incendie, donc doit respecter les exigences au code du bâtiment en matière de séparation de coupe-feu, notamment dans le cas où celles-ci sont traversées par des composantes des installations mécaniques, donc s'assurer qu'il y a bien un joint, un scellant coupe-feu qui a été mis aussi autour de ces perforations. Donc, on doit vérifier s'ils ont des degrés de résistance au feu requis et assurer qu'ils sont mis en œuvre avec les méthodes approuvées partout où ils sont nécessaires. Ensuite, nous avons la quincaillerie. Elle est sujette à des substitutions et à des changements, évidemment. Mais la quincaillerie, c'est juste s'assurer que toute la quincaillerie qui devait être mise sur les portes a été bel et bien mise. Donc, pour ça, on se réfère au tableau des portes, dans lequel, habituellement, le tableau de quincaillerie aussi dans le devis. Le tableau des portes va référer à un groupe de quincaillerie et dans le devis, souvent, on va retrouver le groupe de quincaillerie qui est complètement détaillé. L'infiltration d'eau et d'humidité, ça aussi c'est un élément important. Là. Tout ce qui est eau, pénétration d'eau, c'est important de s'assurer qu'il n'y en a pas ou s'il y en a, de voir à ce que ça a été bien asséché. Donc l'eau emprisonnée dans les murs et les toits pendant les travaux peut engendrer de la pourriture et de la corrosion et causer beaucoup d'autres dommages. L'architecte s'assure qu'il n'y a pas des excès d'eau et d'humidité dans les matériaux isolants, les fenêtres, les ouvertures et la couverture. Beaucoup d'autres matériaux sont susceptibles d'être affectés par l'eau, par exemple les panneaux de plâtre, les carreaux de plafond et la menuiserie gonfle s'ils sont soumis à une humidité excessive. Évidemment, l'équipement mécanique et électrique, on laisse ça aux ingénieurs électriques mécaniques. Les dégagements pour les entretiens des appareils, ça, c'est dépendamment si c'est un appareil. Si c'est du ressort de l'ingénieur de vérifier ça aussi, là, quand c'est des appareils qui le concernent. Si c'est des appareils qui sont plus du ressort architectural, ben, c'est à nous de valider. La sécurité publique, donc le chantier doit être doté de clôtures, passages couverts, échafaudages appropriés. L'architecte doit se rappeler que la direction et la sécurité du chantier sont du ressort de l'entrepreneur. Ça, c'est super important. Donc, on peut bien noter quelque chose qui ne marche pas au niveau de la sécurité publique, mais ce n'est pas à nous de demander aux entrepreneurs, aux ouvriers de faire des modifications. On le souligne à l'entrepreneur et l'entrepreneur va faire les choses qu'il faut pour s'assurer de la sécurité du chantier. On a aussi les épaisseurs de murs et de plancher. Donc, quand on regardait tantôt l'exigence au code et puis les revêtements coupe-feu, on peut valider l'épaisseur du mur. Si c'est la bonne épaisseur, ça nous donne une idée s'il y a toutes les plaques de gypse qui ont été installées.
Ensuite, de l'eau aussi, dans les nouvelles constructions, ça peut arriver. L'installation de matériaux sur des surfaces mouillées ou humides peut être cause de problèmes futurs. Lorsqu'on pose une membrane bitumineuse sur un béton ou une maçonnerie humide, il est possible que l'adhérence ne se fasse pas. Donc, c'est aussi à l'architecte peut-être de s'assurer que tout est conforme à ce niveau-là. Donc, c'est des choses qu'en fait qu'il faut essayer de relever le plus possible, mais c'est pas l'architecte c'est pas vous qui devez corriger la chose, mais en aviser l'entrepreneur. Donc, une visite de chantier, comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Ah oui, puis pour revenir un peu, bon, c'est entre parenthèses, les éléments sont plus du ressort de l'ingénieur. Donc, le contenu des notes de visite de chantier, bon, évidemment, on a une en-tête dans laquelle il va y avoir la date, l'heure et la durée de la visite. Bon, la durée de la visite, c'est pas tout le temps inscrit, là, mais c'est pas nécessairement d'une importance primordiale, mais la date et l'heure, oui. Vous avez aussi le numéro de la note, parce qu'il va y en avoir plusieurs, donc c'est bien de les classer par numéro. On va avoir le titre, le numéro du projet. Il va y avoir aussi les conditions climatiques, là, les conditions météorologiques. C'est important de les noter parce que dépendamment de la condition, peut-être que votre observation peut avoir différé. On a le nom et les coordonnées du projet, donc évidemment où est-ce qu'il se situe, et le nom de l'entrepreneur et le nom du maître d'ouvrage et la liste des destinataires de la note et le nom des personnes rencontrées. C'est des informations qui doivent être présentes sur la note de visite, donc dans l'entête. Donc, on voit ici une en-tête, donc on a le nom du client, on a l'entrepreneur, on a le maître de l'ouvrage. Des fois, le maître d'ouvrage et le client diffèrent un peu. On a aussi le client, la distribution, donc c'est distribué à Stéphane Lajoie et au siège Josiane Heyman, donc représentante du client, et la représentante de la compagnie qui faisait les travaux. On a aussi les personnes qui ont été rencontrées, le nom, et avec habituellement à quelle compagnie il est relié, des fois aussi son titre. Et donc, Patrick Martineau et Ferbentier. Je n'avais pas vraiment le nom à ce moment-là, donc je n'ai pas inscrit. Et on a la date, le numéro, la date de la visite. Donc, c'est important de vraiment écrire la date de la visite, sinon la date à laquelle a été écrite la note de visite. Parce qu'il va y avoir la date à laquelle est écrite la note de visite, c'est dans date, et vous avez la date de la visite en tant que telle, qui peut avoir été écrit peut-être un jour ou deux avant le numéro de dossier, le nom de l'ouvrage, le nom du projet et la condition météorologique, condition climatique. Ensuite, vous avez le corps de la visite. Donc, le corps de la visite doit parler de l'avancement, le pourcentage de travail exécuté, le degré d'avancement versus le calendrier des travaux. On a aussi les travaux qui sont présentement en cours et à compléter pour la prochaine visite. On a les questions qui sont soulevées par l'entrepreneur ou le client. On a aussi les décisions qui sont prises. On doit prendre note aussi des questions non résolues et qui requièrent une action ou quelque chose à faire. Et on a aussi l'état des déficiences du rapport précédent. Donc, est-ce que les choses qu'on avait remarquées au rapport précédent ont bien été faites? Donc, on a ici une observation, un exemple de ce corps de notes de visite. Donc, on parle ici de l'état des lieux. On parle de la membrane, donc membrane autocollante qui recouvre l'ensemble de la toiture. Donc, c'est juste une description de l'état des lieux. Comment que tu arrives sur le chantier, à quoi ça ressemble. Donc, la membrane Roofshield recouvre le centre de la toiture, uniquement à l'endroit où l'échantillon a été amorcé. Selon les dessins de construction, la membrane Roofshield devait recouvrir l'ensemble de la toiture des parties déjà protégées par la membrane autocollante incluse. Donc, P. Martineau, ça c'est la personne que j'avais rencontrée, vérifiera ce point avec S. Lajoie, qui était un autre personnage, un autre entrepreneur en chef. Vous avez aussi le panneau de ventilation en camat a été installé. C'est une espèce de pas coussin, mais de grillage qui permettait de la ventilation, parce que c'était une toiture pas en aluminium, en métal, c'était je me souviens plus, là, ça m'échappe là. Mais il fallait que ça ventile parce que sinon, c'était mauvais pour le matériau, il était pour pourrir, mais si c'était en métal, c'était pas recommandé. Donc, vous avez aussi la note de fin, en fait, la fin, la signature. Donc, la signature, on a évidemment le nom de la firme d'architecte, le nom de la personne aussi qui a fait la visite, et enfin la signature de cette personne-là. Et on retrouvera aussi en bas de page, en fait en bas de toutes les pages, le numéro de la page et le nombre total de pages pour faciliter la consultation.
Donc, je vous invite à faire un petit exercice de visite de chantier avec la petite vidéo que vous allez pouvoir trouver sur le lien suivant. Et puis, il va y avoir un corrigé qui va être mis en place d'ici la fin de la semaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à venir les semaines prochaines, semaine 9, on va parler de la réunion de chantier. N'oubliez pas, la semaine 10, ça va être la révision et la remise du TP numéro 3. Et enfin, vous allez avoir l'examen à la semaine 11. Donc, sur ce, je vous souhaite une joyeuse semaine de Pâques et à la prochaine. Merci.